Donc je vous redis bonjour. Mécanisme effecteur de l'immunité antitumorale, introduction. Je ne vais pas tarder à interrompre F9. Alors, la fonction physiologique de l'immunité humorale, ça va être de vous défendre contre les microbes qui sont extracellulaires, également contre les toxines microbiennes. Ce type d'immunité ne va bien sûr pas marcher lorsque les microbes ou les virus, les bactéries, seront à l'intérieur des cellules, où là vous serez bien content d'avoir l'immunité à médiation cellulaire. Alors les premiers qui ont mis en évidence l'immunité à médiation humorale, ça ne date pas tout de même de hier matin, puisque c'est 1890 et c'était von Behring et Kitasato. Von Behring qui a eu le prix Nobel pour ça. Alors, ça va être plus spécialement dirigé, je vous l'ai dit, contre les bactéries extracellulaires, mais également contre les champignons, alors que tout ce qui est microbes intracellulaires et virus, ça sera l'immunité cellulaire. Alors, ça peut être un petit peu efficace contre les virus tout de même, avant que le virus ne pénètre dans la cellule. C'est-à-dire, si l'anticorps peut attraper le virus avant qu'il pénètre dans la cellule, tout de même, ça peut être efficace. Si on regarde un petit peu de haut, si on fait une vue globale de l'immunité humorale, qu'est-ce que l'on voit? Première chose que vous voyez sur ce schéma, que vous allez revoir plusieurs fois, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes effecteurs de l'immunité humorale. Premier mécanisme, vous pouvez ici neutraliser les microbes et les toxines, les microbes y compris les virus, avant qu'ils pénètrent dans la cellule. Vous les neutralisez ici, l'anticorps capture le microbe, bactérie, virus, ce que vous voulez. Second mécanisme, et on va revoir tout ça doucement, grâce aux anticorps, c'est les mécanismes d'opsonisation et de phagocytose des microbes. Voilà l'opsonisation qui se passe, et le phagocyte, il a attrapé le microbe grâce à un anticorps qui s'est lié au récepteur Fc pour les immunoglobulines. Autre chose, je viens de vous le montrer tout de suite, c'était la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Ici, c'est une cellule NK que vous reconnaissez, elle est en bleu. Elle est capable de faire une cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps, ce qui va effectivement tuer la cellule cible. Ce que vous ne connaissez pas encore, on va passer pas mal de temps dessus, c'est que les microbes peuvent être phagocytés grâce au système du complément. Hop. Donc ici, vous avez un microbe qui a fixé sur sa surface une toute petite chose que vous voyez ici, qui est une protéine du complément, et en fait, ça permet au microbe d'être attrapé par le phagocyte. On verra ça tout en détail, plus en détail. Et ici, ce qui apparaît, c'est aussi un mécanisme qui est dépendant d'anticorps qui permet la dégranulation des mastocytes. Donc, le message global, c'est que grâce aux anticorps, il y a beaucoup de moyens d'être efficaces. Alors, les anticorps, vous savez qu'ils sont produits dans les organes lymphoïdes et dans la moelle osseuse, mais qu'ils vont être efficaces à distance des organes producteurs ou des organes, je dirais, de stockage, à distance des organes lymphoïdes, moelle osseuse, ganglions, rate. Donc, ils vont être transportés ailleurs, ils vont être y compris transportés, ce qui est extrêmement intéressant, au niveau du placenta et chez le fœtus. Vous avez vu que ce matin, il y a une grossesse de 8 bébés en même temps. Il y avait des commentaires sur la radio en disant que ce n'était pas
tout de même quelque chose qui fait rêver. 8 en même temps. Alors, autre chose toujours dans une vue globale, c'est que les anticorps, ils peuvent être à vie courte ou à vie beaucoup plus longue. Alors ceux qui sont à vie courte, c'est plutôt les anticorps qui apparaissent d'une part lors de la réponse primaire, que vous voyez ici, et qui sont produits très rapidement lors de la réponse primaire au niveau des ganglions. Ça, ce sont souvent des anticorps à vie courte, alors que ceux qui vont aller se mettre après une réponse primaire et au cours de la réponse secondaire au niveau de la moelle osseuse, ça, c'est des anticorps à vie très longue qui peuvent persister pendant des mois, voire même des années. Les cellules qui produisent ces anticorps, tout du moins, qui persistent pendant des mois, voire des années. Donc, cellules à vie courte, cellules à vie très longue qui vous permettent de produire des anticorps pendant des mois ou des années. Ensuite, lorsque ça va vers la moelle osseuse, c'est stocké très très longtemps. Ensuite, toujours dans la vue globale, la plupart des fonctions effectrices, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, les fonctions effectrices. La plupart des fonctions effectrices sont dues en fait aux régions constantes effectrices, aux régions constantes des immunoglobulines. Vous allez les voir apparaître ici et vous voyez que dans tous les mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure, je recommence ça, tous les mécanismes que vous voyez agir les uns après les autres, eh bien, hop, il y en a un qui a pris plus de temps, le dernier, avec le complément. Je recommence. Voilà. Eh bien, vous apercevez que les sous-classes d'immunoglobulines ne sont pas forcément les mêmes. Vous voyez qu'ici, hop, ce sont des IgE. Ici, ce sont principalement des IgG, des IgA. Là, des IgG, IgG. Pour l'activation des protéines du complément, ce sont plutôt des IgG ou des IgM. On va revoir ça en détail. Donc, toutes ces fonctions effectrices dépendent en grande partie des régions constantes des immunoglobulines. Alors, autre chose, pour qu'il y ait ces fonctions effectrices, vous avez besoin que le lymphocyte B se transforme en plasmocyte, soit activé, et vous avez besoin, vous vous souvenez, d'une part de molécules de costimulation, B7, CD28, vous avez besoin de CD40, CD40 ligands, ça c'est toujours la même chose. Vous dites, ok, j'ai plusieurs mécanismes effecteurs, ça dépend des régions constantes des immunoglobulines. Qu'est-ce qui fait en fait que je vais à un moment donné, pour répondre à un virus X ou à une bactérie Y, plutôt faire des IgE, des IgA, des IgM, etc. Ben, la réponse, vous la connaissez. En fait, ça va dépendre notamment des lymphocytes T auxiliaires selon que vous faites des TH1 ou des TH2. Par exemple, lorsque vous avez des virus et beaucoup de bactéries, ça stimule plutôt une réponse, on le verra, type TH1. Et les TH1, ça va plutôt faire des IgG. Alors je l'ai dessiné ici, ça vous connaissez la balance, mais là, ici, bactéries, virus, hop, ça fait plutôt des IgG. Par contre, si vous avez dans la balance plutôt des parasites, ça va induire plutôt une réponse TH2, et dans ces cas-là, vous faites plutôt des IgE. J'aime bien ça. Voilà.
D'accord? Alors, bien évidemment, si le type de sous-classe d'immunoglobulines que vous faites est variable, il y a une chose qui est aussi importante, ça va être bien entendu la spécificité des anticorps qui dépend des régions, non pas constantes, mais des régions variables des immunoglobulines. Mais ça, vous le savez. Alors, nous n'avions fait que des généralités. Je m'amuse avec ma balance, là. Et maintenant, on va parler de la neutralisation des microbes et des toxines bactériennes. Alors, les anticorps contre les microbes et contre les toxines bactériennes, ça bloque notamment la liaison de ces microbes et de ces toxines aux récepteurs de surface pour ces microbes et pour ces toxines. On va le voir sur une figure ici. Alors, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que sans anticorps, ici, le microbe, il va pouvoir pénétrer au niveau de la cellule épithéliale par un récepteur de surface. Ça donne une cellule épithéliale qui est infectée. La cellule d'un tissu, ici, c'est une cellule infectée. OK? Autre chose qui peut se passer ici, je suis toujours sans anticorps, voilà une cellule infectée d'un tissu. Elle peut libérer le microbe lorsqu'elle meurt, qui va aller propager l'infection à une autre cellule adjacente. Ça, c'est sans anticorps. Avec anticorps, la vie va mieux. L'anticorps, il va bloquer la liaison du microbe et il va bloquer l'infection de la cellule, ici, avant même éventuellement que le microbe pénètre, et il va bloquer le passage de l'infection d'une cellule à une autre. Alors, lorsque vous avez ces actions des anticorps, ça doit se fixer notamment à la surface des bactéries et ça doit se fixer notamment sur une structure bactérienne que vous connaissez bien, qui sont les pili. Les pili, c'est les structures qui sont utilisées par les bactéries pour en fait s'attacher aux cellules. Donc si vous faites des anticorps contre les pili, ça c'est bien. Ça marche pour les bactéries, ça marche pour les virus aussi, ça marche également pour les toxines. Vous prenez la toxine tétanique. Lorsque vous êtes vacciné contre le tétanos, vous aurez des anticorps qui vont bloquer la toxine tétanique avant qu'elle vienne se mettre sur son récepteur. Alors, la plupart d'ailleurs des vaccinations, ça va marcher comme ça va induire une protection grâce à la formation d'anticorps, et plus ces anticorps sont de forte affinité, mieux ça vaut. Et pour avoir des anticorps de forte affinité, il faut faire souvent des rappels. Alors, neutralisation des toxines par les anticorps, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Vous avez des récepteurs de surface non seulement pour les bactéries, mais également pour les toxines. Et la toxine ici, ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez bloquer la toxine avant qu'elle ait un effet pathogène. Donc voilà ici l'anticorps qui va bloquer la toxine pour que la cellule ne soit pas touchée. Donc sans anticorps, la vie ne se passe pas bien. Grâce aux anticorps, la vie est plus belle. Alors, ça c'était dans tous les mécanismes que l'on avait vus ici. La première chose que vous avez vue, c'est celui-ci. D'accord? Vous avez neutralisé les microbes ou les toxines. Maintenant, vous allez faire autre chose. On va faire un mécanisme d'opsonisation qui est médié par les anticorps et qui va vous conduire à la phagocytose. Alors, les anticorps qui font l'opsonisation, on le voyait tout à l'heure, ça va être ce mécanisme-là dont on va parler. Les anticorps qui font l'opsonisation, ce sont souvent des IgG.
Ils attrapent le microbe. Il y a sur les macrophages ou sur les phagocytes des récepteurs pour le fragment FC des immunoglobulines. Donc ça va permettre ce mécanisme, une opsonisation. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, opsoniser, ça veut dire recouvrir. C'est-à-dire que l'anticorps, il va recouvrir en fait le microbe. Et une fois qu'il aura recouvert le microbe, le macrophage va pouvoir attraper tout à fait bien en fait la particule, le microbe qui a été recouvert, qui a été opsonisé. Alors, pour pouvoir opsoniser, il va falloir que vous ayez tout de même ce petit récepteur-là, petite courbe que vous voyez ici, récepteur pour le fragment FC. Alors, on va regarder ce récepteur d'un petit peu plus près. Ici, opsonisation et phagocytose. Hop, anticorps, on a dit surtout des IgG. J'opsonise. Ici, j'active mon phagocyte. Vous avez ici une phagocytose du microbe et une destruction du microbe ingéré. Vous voyez comment ça se passe? Ici. Bien. Je vais revenir sur ce point-là, mais la phagocytose et l'opsonisation, le fait que je vais recouvrir en fait mon microbe pour pouvoir ensuite le phagocyter, ça peut se faire pas uniquement, comme vous l'avez vu ici, avec des anticorps, mais je peux aussi opsoniser avec des protéines du complément pour également attraper, grâce à un récepteur pour une protéine du complément, pour attraper en fait le microbe et aussi le phagocyter. Pour faire cette phagocytose, ce que je disais, c'est que j'avais besoin ici de récepteurs. Ici, j'en ai également un. On va d'abord parler du récepteur FC qui est sur les leucocytes et la phagocytose. Alors, un premier récepteur qui est important, c'est le récepteur, celui-ci, le récepteur pour le fragment FC des immunoglobulines et en particulier le récepteur pour le fragment FC des IgG1 ou des IgG3. Alors, ce récepteur pour le fragment FC des IgG1 et des IgG3, le voici, le voilà. FC gamma R1. Gamma, c'est pour IgG. C'est un récepteur pour les IgG. Alors, vous voyez plusieurs choses sur ce schéma. C'est que ce récepteur qui a une première chaîne ici, il a également besoin de deux autres chaînes ici qui sont des chaînes qu'on appelle gamma, alors que celle-ci s'appelle alpha. Ça, c'est le récepteur pour le fragment FC, donc des IgG1 et des IgG3. Et que, comme d'habitude, mais ça vous connaissez, pourquoi j'ai besoin des chaînes gamma? C'est parce que ici, j'aurai besoin de transduire le signal pour dire que le macrophage il va devoir avaler en fait le microbe qui a été recouvert, opsonisé par une IgG. Et pour transduire le signal, j'ai besoin ici de motifs ITAM qui sont des motifs d'activation. Alors, bien. Une fois, c'est un schéma que vous connaissez, sauf qu'il y a une petite nuance. Ça, c'est pour vous rappeler qu'une fois, quelque chose qui est important, le microbe, avec son anticorps, qui a été attrapé par le récepteur dont vous venez de faire la connaissance, c'est en fait une structure extracellulaire. Donc, la voie en fait d'apprêtement de ce microbe
c'est la voie extracellulaire qui va conduire en fait le microbe qui va être apprêté, qui va être processé par la cellule présentatrice d'antigènes ou par le macrophage pour être présenté au lymphocyte T auxiliaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce que j'ai dessiné, voilà. Alors là, vous voyez quelque chose qui est intéressant parce que vous dites, finalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai opsonisé grâce à l'anticorps, mais en fait, qu'est-ce qui devient l'anticorps, lui? Il va où? Il va être digéré par lysosome, phagosome. Au passage, vous vous rappelez que j'avais rappelé que c'était lysosome, endosome quand c'était une protéine extracellulaire et que c'était lysosome, phagosome lorsque c'était une bactérie. Là, comme on parle en fait de la capture d'une bactérie, c'est bien un phagosome, mais ce qui va être processé, ce qui va être apprêté par le lysosome et le phagosome, c'est bien la bactérie qui a été attrapée grâce à l'anticorps, mais l'anticorps, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va revenir quasiment à la surface pour réattraper d'autres bactéries. Alors, je crois que j'ai mis un autre schéma. Oui, il est en anglais, mais il est bien aussi ce schéma-là. Alors, il vous rappelle ça. C'est-à-dire que quand vous avez un récepteur, l'anticorps, en fait, il agit pratiquement comme un récepteur. Ben, dans ces cas-là, vous allez recycler la molécule de surface. Bien. J'aime bien celui-ci. Non, je préfère celui-là. J'aime bien le retour de l'anticorps. Alors, lorsque vous avez en fait fait tout ce travail, vous allez pouvoir, à l'intérieur de la cellule qui a capturé en fait l'anticorps qui avait recouvert la bactérie, vous allez pouvoir, grâce au motif ITAM, faire la transduction du signal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, vous aviez votre récepteur pour le fragment FC. Cette fois-ci, il est là, le récepteur pour le fragment FC. Vous avez ici vos motifs ITAM avec vos chaînes gamma. Vous allez pouvoir transduire le signal. Et une fois que vous aurez avalé quelque part, voilà, l'anticorps avec la bactérie, vous avez enrobé le microbe. Qu'est-ce qui se passe? Le microbe est ingéré par phagocytome et lysosome. Bien. Il y a une activation du phagocyte. Il va y avoir destruction des microbes par des enzymes lysosomiales dans le phagolysosome, destruction des microbes phagocytés par la radicolib et par le NO. Ça, vous l'avez déjà vu. Donc, c'est simplement pour rappeler que tout ça s'est fait grâce au récepteur pour le fragment FC. Hop, radicaux libres et NO. Bien. Cette action-là, l'action que vous avez vue là, le fait que le macrophage, la cellule présentatrice, elle va être capable de détruire le microbe. Si vous avez localement de l'interféron gamma, ça marche mieux. L'interféron gamma, vous le voyez ici, il est produit par des cellules NK, par des cellules TH1. C'est vraiment une des cytokines caractéristiques des TH1. C'est produit également par les cellules TCD8. Mais si vous avez de l'interféron gamma, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Notamment, ça peut activer l'interféron gamma, ça peut activer notamment les macrophages. Les macrophages ici, ça les active avec l'interféron gamma. Ça aide. Hop. Donc, vous le voyez ici, mon macrophage, il reçoit ici de l'interféron gamma, ça va aller beaucoup plus vite pour que ici, il y ait l'opsonisation. Ça va?
voyez au passage pourquoi. Il faut être subtil, il faut le regarder rapidement parce que ça va se passer, vous allez voir ici. Qu'est-ce que fait l'interféron gamma? Il y a beaucoup plus de récepteurs pour le fragment Fc qui vont apparaître, ce qui fait que l'optimisation va être plus efficace. Ça va? Ensuite, vous avez vu qu'il y a toute une famille de récepteurs, vous l'avez vu tout à l'heure, pour le fragment Fc des immunoglobulines. Et notamment, il y en a un qui est particulier, qui est le récepteur qui est R2b. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le R2b? Vous voyez que ici, les motifs qu'il a pour transduire le signal sont en fait des motifs non pas d'activation ITAM tels que vous avez vu ici, ce sont des motifs inhibiteurs. Ce sont non pas des ITAM, mais des ITIM. Motifs inhibiteurs. Ça veut dire que lorsque des immunoglobulines vont venir se lier sur ce récepteur, vous allez plutôt avoir une inhibition en fait de l'activité des phagocytes. Alors, ça a un intérêt parce qu'il y a un produit pharmaceutique que vous voyez ici qui sont des immunoglobulines intraveineuses. Ça, c'est un produit qui est encore relativement et même beaucoup utilisé, notamment pour le traitement de certaines maladies auto-immunes. Quand vous voulez traiter une maladie auto-immune, vous essayez de calmer, de baisser la réponse immune. Or, pour baisser la réponse immune, j'ai intérêt notamment à utiliser des motifs inhibiteurs. Et ce médicament, qui est encore une fois un médicament encore très utilisé, les immunoglobulines intraveineuses, vous en délivrerez à vos patientes ou à vos patients. Je dis bien patientes et patients parce que les maladies auto-immunes, c'est souvent plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Mais en tout cas, on ne sait pas totalement comment ça marche, on sait que ça marche, mais un des mécanismes par lesquels ça marche, on pense que ça passe par ces récepteurs Fc gamma R2b. Ce que vous avez vu. Bien. Donc, application. Alors, si je reviens aux différents mécanismes, vous avez vu un premier mécanisme, qui était celui qui permettait aux anticorps d'éliminer la bactérie ou la toxine avant même qu'elle atteigne sa cible. Vous avez vu un second mécanisme où les anticorps servaient à opsoniser la bactérie, le virus, à la recouvrir et à permettre aux phagocytes d'agir. Maintenant, vous allez revoir une chose où vous êtes les reines et les rois, puisque ça n'a plus de secret pour vous maintenant, les mécanismes de cytotoxicité dépendants des anticorps. Pour les mécanismes de cytotoxicité dépendants des anticorps, vous avez vu déjà qu'il y a des cellules NK qui sont capables de les faire, qu'il y a des cellules T cytotoxiques qui sont capables de les faire, ces fameuses cellules tueuses que l'on a vues tout à l'heure. Vous avez également des macrophages qui sont capables, en dehors des NK et des lymphocytes T, de réaliser une cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps, ce que l'on appelle en anglais antibody cellular dépendant de cytotoxicité, c'est l'ADCC. ADCC. Antibody dépendant cellular cytotoxicité, ADCC. Alors, ADCC, vous avez besoin de récepteurs, et là vous voyez apparaître un troisième récepteur. Vous connaissiez déjà R1, vous connaissiez R2b, et voici maintenant R3. Fc gamma R3, qui va vous permettre de réaliser cette cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps. Ces récepteurs Fc gamma R3 de faible affinité, ils sont en particulier présents
sur les macrophages et également sur les cellules NK. Alors, récepteurs de faible affinité, et c'est des récepteurs qui ne sont capables de lier que les anticorps lorsqu'ils sont groupés. Si l'anticorps est libre, il n'y a pratiquement pas de liaison. Et c'est lorsque simplement l'anticorps est groupé, alors pour être groupé, ça va mieux lorsqu'il a attrapé différentes antigènes cibles sur la cellule cible, différents antigènes de surface. Tiens, il y a 2 C à surface. Correction qu'il faut que je fasse. Non, il n'y a pas 2 C à surface. Mais là, j'en ai mis 2. Donc, je corrigerai. Comment je vais me souvenir de ça? Il faut que je m'en souvienne. Bien. Alors, tout ça se fait grâce à Fc gamma R3b. J'ai beau revoir les diapos 25 fois, de temps en temps, il passe toujours une petite erreur. Bien. Le voilà, Fc gamma R3b. Bien. Maintenant, je sais faire une chose de plus, c'est la cytotoxicité dépendante d'anticorps. Ça, OK. Destruction des cellules qui sont recouvertes d'anticorps. Ça, je sais faire. Maintenant, une autre action dont je n'ai pas encore parlé, qui est un petit peu particulière, toujours grâce aux anticorps, c'est l'élimination des helminths qui est médiée par les anticorps. Alors, les helminths, ils peuvent être tués déjà par des IgG ou des IgA, en particulier les IgA au niveau du tube digestif. IgG et IgA, on va les voir apparaître. Les voilà. Ils sont ici. Et les IgG et les IgA peuvent faire un pont entre le parasite lui-même, helminth ici, et les éosinophiles. Donc, je vais éliminer grâce aux IgG, aux IgA, mais je vais également éliminer grâce aux IgE. Alors, on va regarder ça, en fait, il ne faut pas que je passe trop vite, parce que... Alors, ici, voilà des IgE. Je produis des IgE. Ici, je vais activer mes éosinophiles. Ici, là, je vais activer mes IgE. Je vais dégranuler. Ici, j'ai les IgG et les IgA qui reconnaissent l'helminth. Et finalement, IgG et IgA, dégranulation des éosinophiles, dégranulation des mastocytes. À la fin, ça veut dire que votre helminth, votre ver, tout de même, vous allez parvenir à l'éliminer. Donc ici, 3 messages. J'ai besoin d'IgG, d'IgA et d'IgE. J'ai besoin de dégranuler des éosinophiles. Ce qui m'aide pour dégranuler les éosinophiles, c'est l'IL5. Et j'ai besoin de dégranuler des mastocytes grâce aux IgE. Et là, ce qui m'aide, c'est l'IL4. IL5 et IL4, c'est produit essentiellement par les lymphocytes Th2. Donc, on retrouve la notion que pour les parasites, ce que je vous avais dit tout à l'heure, ce qui marche le mieux, en fait, ce sont les Th2. J'ai une deuxième correction à faire, c'est-à-dire quand j'anime mon schéma ici, je dois faire arriver tout de suite les IgG et les IgA, alors que là, ils arrivent un peu tard.
Voilà, les IgG et les IgA, je sais pourquoi, il faut que je fasse remonter. Les IgG et les IgA, on est d'accord, il faut qu'ils arrivent tout de suite. Jonathan a l'air d'être d'accord. Bien. Donc, 2 corrections à faire. Alors, on va arriver à quelque chose qui est extrêmement important, qui est un petit peu compliqué, mais on va essayer de le faire calmement, qui est le système du complément. Alors, pour l'instant, vous n'aviez pas entendu parler de ce qu'était le système du complément, mais c'est un système qui est extrêmement important dans l'immunité humorale. Ça a été découvert par Jules Bordet. Jules Bordet, vous savez qu'il a découvert beaucoup de choses, hein. Il a eu un prix Nobel pour la découverte du complément, on va en reparler tout de suite. Mais je vous rappelle que c'est le même Bordetella pertussis, c'est également Jules Bordet. Donc, qu'est-ce qu'il avait remarqué, Jules Bordet? C'est que pour qu'il y ait une action antibactérienne des anticorps, ça marchait bien lorsque le sérum qui contenait les anticorps, en fait, était maintenu à température ambiante. Par contre, lorsqu'il chauffait les sérums, l'activité antimicrobienne des anticorps ne marchait plus. Alors ça, c'était bizarre parce que les anticorps, c'est extrêmement stable à la chaleur. Ça veut dire qu'il y avait en fait dans le sérum d'autres agents, d'autres protéines du sérum qui, elles, étaient visiblement sensibles à la chaleur. Et lorsque vous chauffiez votre sérum qui contenait les anticorps censés avoir une activité antibactérienne et visiblement autre chose, si ça ne marchait pas, c'est parce que vous aviez détruit d'autres protéines qui étaient nécessaires à l'action des anticorps pour avoir leur activité antibactérienne. Donc, le message de Jules Bordet, c'est un anticorps pour être vraiment efficace contre des bactéries, ça a besoin d'autre chose, que c'est autre chose qui complémente, voilà, l'action des anticorps. C'est visiblement sensible à la chaleur, parce que quand vous chauffez votre sérum, ça ne marche plus. Donc, il y a dans le sérum un certain nombre de protéines qui sont nécessaires à l'action, ou extrêmement utiles, à l'action antimicrobienne des anticorps. C'est le système du complément, qui sont en fait une série de protéines sériques, ou de protéines qui sont à la surface de cellules. Ces protéines du complément, elles sont soit à la surface de cellules, soit dans le sérum. Et en fait, elles vont agir en cascade pour complémenter l'action des anticorps et permettre l'élimination des microbes. Alors, quand elles agissent en cascade, pourquoi? Parce que ces protéines, elles ont une action enzymatique. Donc, il y a une première protéine qui a une action enzymatique sur une seconde. La seconde acquiert à son tour une action enzymatique sur une troisième, etc. Donc, c'est des protéines en cascade qui agissent les unes sur les autres et qui ont une action enzymatique de protéolyse. Ce sont des protéases. Et ces protéines qui ont une action enzymatique sur une autre protéine, c'est ce qu'on appelle en particulier des zymogènes. C'est un nom de dessin animé, ça, zymogènes. Z-Y-M-O-G-E-N-E. Donc, c'est des protéines qui ont une activité enzymatique qui agissent sur d'autres protéines qui vont acquérir aussi une liaison enzymatique, une action enzymatique. Alors, ces protéines du complément, elles deviennent souvent actives, c'est important ça, lorsqu'elles se lient de façon covalente, c'est-à-dire solide, à la surface soit de bactéries, soit d'anticorps. Donc vous avez déjà 2 messages sur le complément. Un, ce sont des protéines qui ont des activités enzymatiques, qui agissent en cascade les unes derrière les autres. 2,
Les protéines du complément, pour démarrer leur activité, elles ont besoin de se lier de façon forte, notamment à la surface de microbes ou notamment sur des anticorps. Je vous rappelle qu'elles complémentent l'action d'anticorps. Pour complémenter l'action d'anticorps, déjà, il faut qu'il y ait une première protéine du complément qui se lie soit à un microbe, soit aux anticorps. Autre chose, on va en parler, c'est que ces protéines du complément, c'est une action en cascade. La cascade, ça va être utile parce que ça va vous permettre d'éliminer le microbe, mais il faut à un moment donné que ce système du complément s'arrête. Si la cascade s'emballe, c'est un petit peu embêtant. Vous allez avoir des lésions autres que l'élimination du microbe. Donc, dans le système du complément, il y a aussi tout un système d'inhibition des protéines du complément et de régulation de ces cascades d'activation des protéines du complément. Donc là, pour l'instant, nous n'étions qu'aux généralités sur le système du complément. Jules Bordet, prix Nobel pour ça en 1919. Autre schéma que vous voyez, c'est que dans les voies d'activation du complément, je regarde une chose. Ouais. Les voies d'activation du complément. Les voies d'activation du complément, il y a des étapes qui sont absolument cruciales dans ces voies d'activation du complément. Les étapes qui sont cruciales, il y a une chose qui est bizarre là, voilà, je retrouve les choses. Dans les étapes cruciales, ce sont les étapes initiales et vous avez 3 voies initiales d'activation du complément. La voie classique, la voie alternative et la voie des lectines. Alors, ces 3 voies qui sont différentes, en fait, elles ont pour but principal le même, c'est-à-dire le clivage d'une protéine du complément qui est C3. Donc ça, c'est l'activité centrale de ces 3 voies alternatives classiques lectines. J'ai besoin du clivage de C3. Ensuite, j'ai besoin d'une chose. Pour cliver C3, j'ai besoin de former une convertase, une C3 convertase, ici. Donc, processus central, j'ai besoin de cliver C3. Pour cliver C3, j'ai besoin de former une C3 convertase. Et une fois que j'aurai formé cette C3 convertase qui va me permettre de cliver C3, j'aurai besoin de faire quelque chose d'important, c'est de former cette fois-ci une autre convertase qui est C5. Donc, le processus central, c'est clivage de C3. Pour cliver C3, j'ai besoin de C3 convertase. Et une fois que j'aurai clivé C3, je vais faire une autre chose importante qui va être la formation de C5 convertase. Et une fois que j'aurai formé C5 convertase, j'aurai C5. Et à ce moment-là, les 3 voies vont se rejoindre et les étapes finales de l'activation du complément, ça sera les mêmes. Mais au départ, ce ne sont pas les mêmes. Bien. Alors, sur le plan phylogénique, la voie classique, on l'appelle classique parce que c'est la première qui a été trouvée. Mais sur le plan phylogénique, vous notez que pour agir et pour qu'il y ait cette cascade qui se passe par la voie classique, j'ai besoin d'anticorps. La formation d'anticorps, c'est l'immunité en fait
adaptative, donc c'est un système qui est plus élaboré. Pour les voies alternatives et la voie des lectines, a priori, je n'ai pas besoin d'anticorps, donc c'est des mécanismes qui sont plutôt des mécanismes de l'immunité innée, de l'immunité naturelle, qui est sur le plan phylogénique un mécanisme beaucoup plus ancien que la voie adaptative, donc la voie classique où j'ai besoin d'anticorps. Donc classique, c'est pas parce que c'est la plus ancienne, hein, c'est pas quand les lettres classiques, les lettres modernes, c'est pas parce que c'est classique que c'est ancien. Au contraire, la voie classique, c'est la première qui a été trouvée, mais c'est en fait un système d'activation qui est beaucoup plus élaboré. Lorsque je vais en fait activer cette voie du complément, vous voyez qu'il y a des cascades qui se font avec cette voie du complément, et à chaque fois qu'un enzyme va agir sur une autre protéine qui est en aval, à chaque fois je vais avoir ici par exemple, je vais faire un clivage de C3, je vais commencer ici. Lorsque je fais un clivage de C3, ici, j'obtiens deux protéines différentes, C3b et C3a. D'accord ? Ici, lorsque je vais cliver C4, je vais avoir C4b et C4a. Donc, à chaque fois, quand je clive, ici, je retrouve C3b, C3a. J'ai un plus gros fragment et j'ai un plus petit. Alors, pour s'y retrouver, on observe toujours le même code. Le plus gros fragment qui reste lorsque j'ai clivé, c'est le B. Le plus petit, c'est le A. Alors, ces protéines du complément, elles sont importantes à tout moment. Par exemple, je vous avais parlé tout à l'heure que pour opsoniser, pour recouvrir un microbe et faire la phagocytose, vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait deux choses. Il y avait l'anticorps ici, mais il y avait aussi un petit fragment ici, C3b, d'une protéine du complément. Vous le retrouvez ici. Bien. Alors, voie alternative. La première que l'on va étudier, c'est donc cette voie-ci. La voie alternative d'activation du complément. Alors, pour que cette voie démarre, en fait, il faut qu'à la surface du microbe, ici, il y ait une protéine qui se lie de façon covalente à la surface du microbe, c'est la protéine C3b. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez assez naturellement un clivage de C3, et lorsque vous avez ce clivage de C3, le C3b va venir se lier de façon covalente sur le microbe. L'histoire est un tout petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Voilà ici C3 qui se lie de façon covalente à la surface du microbe. Mais quand je vous dis que c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est pour la raison suivante. C3, il est là-haut. Bien. Il y a un clivage qui se fait assez naturellement de C3. Mais lorsque ce clivage se fait naturellement, il peut se passer deux choses. Clivage qui se fait par la C3 convertase. Il y a une activité C3 convertase dans votre organisme qui est à peu près constante. Ça fait du C3b et du C3a. Vous retrouvez le code. C3b, c'est ce qu'il y a de plus gros. C3a, c'est ce qu'il y a de plus petit. Mais ici apparaît, lorsque vous avez clivé C3, ce qui se fait de façon naturelle, apparaît ici un groupement thioester. Il est là le groupement. Et il va se passer deux choses.
Si C3b ici avec son groupement thioester reste, il n'y a pas de microbe, reste dans une phase liquide. À ce moment-là, dans une phase fluide, le groupement thioester se transforme et C3b est inactivé par hydrolyse. Le C3b est inactif. C'est uniquement lorsque vous avez des microbes où à ce moment-là, le C3b qui naturellement se lysait va s'attacher de façon covalente à la surface du microbe et s'attachant de façon covalente à la surface du microbe, cette fois-ci, votre C3b est actif. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, d'abord, c'est deux choses. C'est que le complément, c'est un petit peu plus compliqué que ça n'y paraît, et que déjà, dans le domaine de la complication, lors de la voie alternative du complément, qui est donc celle-ci que vous avez vue ici, l'histoire du C3b qui vient se mettre de façon covalente sur le microbe, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, alors on va suivre sur ce schéma-là. C'est en fait amusant, compliqué mais amusant. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce schéma-là? Maintenant, il y a un microbe qui a pénétré dans votre organisme, le C3b qui se baladait, qui était inactivé, il devient un C3b actif. Alors, dans ces cas-là, le C3b ici va se lier à une protéine qui est le facteur B. D'accord? Donc le C3b qui était ici tout seul, il se lie à ce qu'on appelle le facteur B. Alors, lorsque vous avez ce complexe C3b B, heureusement que vous avez des schémas, ce facteur, en fait, va être clivé, B, va être clivé par le facteur D. Tout ça étant stabilisé par la properdine. Alors, j'avais C3b B, je clive B, ce qui fait que je deviens C3b BB. B qui a été clivé, ce qui reste de la grosse partie de B, ça devient BB. C3b, je me suis lié à B, je deviens C3b BB. C3b BB, c'est la C3 convertase. Et qu'est-ce que je vous avais dit? À chaque fois, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de cliver, j'ai besoin de C3 et j'ai besoin de cliver C3 par la C3 convertase. Ça y est, j'ai ma C3 convertase. Quand j'ai ma C3 convertase, je continue et là j'accélère. J'avais un petit clivage ici qui était un peu minable de C3 en C3b et en C3a. Ça m'avait permis tout de même de fixer du C3b sur mon microbe. Mais maintenant, là, j'accélère nettement. Hein. J'ai ma C3 convertase, ça y est. Donc, je peux cliver de la C3 intensément. Je clive ma C3 et je reforme du C3b. Dans ces cas-là, je mets ma C3b à côté de C3b BB. J'obtiens C3b BB C3b. C3b BB C3b, qu'est-ce que c'est? C'est ma C5 convertase. Sans schéma, vous n'en sortez pas là. Hein. Avec schéma, ça va tout seul. Une fois que vous avez vu le schéma et bien compris le schéma, ça y est, c'est retenu. Donc ça y est, j'ai enfin obtenu ma C5 convertase et je vais pouvoir cliver une autre protéine qui va être C5 pour faire C5b, C5a. On a déjà passé 1 heure là? Eh bien, c'est amusant, ça passe vite.